ami suisse. Bonjour. Bon, on a changé de coin parce que le coin là-bas avec le petit chemin, il est en plein cagnard. Et là, j'avoue, 40 dans la voiture, non. On n'y arrivera pas. Non, non, là c'est plus 40. Si on reste au cagnard, ça reste plus. Oui, ça sera 50. Bon, alors, il y a des choses à dire. Oui, j'ai vu qu'il y avait des commentaires assez intéressants d'ailleurs sur l'hindouisme, l'islam, les proportions qu'il y a dedans. Alors c'est sûr que c'est intéressant. Bon, il y a un article de M. Chiron concernant l'hindouisme et l'islam. Après, ce qu'il y a souvent dans la cervelle de l'homme, c'est disons un malentendu concernant les degrés de ces choses-là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'il faut dire, l'hindouisme n'a pas bougé, donc il n'a pas périclité, il n'est pas devenu quelque chose d'obsolète. C'est pas possible, tout simplement parce que il ne peut pas, il est immuable. Donc sur le fond, la tradition en elle-même ne bouge pas. C'est ce qu'on en a fait. Voilà, c'est simplement l'écorce, on pourrait dire, la partie visible qui est modifiée. Alors, il est bien clair, comme pour toute chose. Il est bien clair que la partie visible, quand on prend l'islam, ce qu'il a de plus ou de moins, ça dépend comment on veut y voir, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme on a enlevé toute représentation de statuaire, pour ne pas qu'il y ait une confusion, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de sombrer, il y a moins moyen de faire de l'idolâtrie, de sombrer dans l'idolâtrie. Alors que l'hindouisme, avec ses multitudes de statues, pourrait permettre ça. C'est pas que l'hindouisme représente ça, c'est que l'homme... Oui, mais regarde, malgré tout, maintenant, il y a quand même, il y a de l'associationnisme, ça se fait quand même, dans le milieu pseudo-musulman, le nouveau Dieu, c'est quand même aussi l'argent, les pétrodollars. Donc, on n'arrive pas à empêcher l'homme d'idolâtrer. Non, mais ça veut dire que même quand on enlève toutes les idoles, il en reste toujours une pour se raccrocher, c'est clair. Ouais. Mais pour en venir, disons, à la nuance entre l'hindouisme et l'islam, c'est qu'il est bien clair que du moment que l'homme ne peut plus, ou sauf exception, ou peut difficilement faire autrement que de sombrer dans l'idolâtrie, donc il n'y a plus de statut, il n'y a plus de représentation de cet ordre-là. Bon, on se rappelle bien que dans l'hindouisme, les statues représentent des attributs divins, qui sont répertoriés aussi dans l'islam, mais simplement par des noms. C'est les 99 noms divins d'Allah qui sont bien exprimés dans l'islam. Donc c'est la même chose dans l'hindouisme, mais avec des représentations de statues qui représentent tel ou tel aspect, cette force intelligente, telle que Ganesha, etc. Bon. Alors donc là, on peut dire que l'islam étant la dernière révélation, il y a eu une annulation de toutes ces représentations qui peuvent, dans la cervelle affaiblie de l'homme moderne, le faire sombrer dans l'idolâtrie. Ceci dit, actuellement, on en est arrivé à un stade où qu'il y ait une statue ou qu'il n'y en ait point, on est arrivé dans l'idolâtrie de toute façon. C'est-à-dire, comme tu dis, l'argent est devenu le dieu moderne, donc on se prosterne devant, on prend tout, on va s'occuper de la religion, mais après ça commence déjà par il faut gagner du fric, puis ensuite de ça, on prie. C'est pas l'inverse qui se produit, donc on a renversé la vapeur de toute manière. Voilà. À présent, il y a une explication dans un des commentaires qui dit qu'en quelque sorte, le temps vient où toutes les choses se mettent à jour avec beaucoup plus de facilité, etc., etc. L'homme est censé donc pouvoir comprendre mieux, etc. C'est pas tout à fait ça. Il est vrai qu'il fut un temps où on cachait les choses sacrées comme on cache un trésor. C'est-à-dire que tout le monde peut y accéder, mais il y a une démarche
qui fait que tu n'accèdes pas là, comme ça, de but en blanc, comme un grossier personnage. Il te faut faire toute la démarche. Il fallait avoir du mérite. C'est ce qui faisait dire, on ne donne pas des perles au pourceau. Bon. Ensuite de ça, on est arrivé dans la période la plus sombre, dans laquelle on évolue d'ailleurs. On arrive à la fin un peu de cette période sombre, mais enfin, elle peut se perpétuer, elle peut se durer encore au niveau temporel, c'est assez difficile à déterminer. Alors disons que actuellement, ce qui a remplacé cette explication concernant le fait de donner des perles au pourceau, c'est qu'en quelque sorte, mieux vaut donner la vérité, donner ces perles, que de les laisser perdre. Ce qui veut dire qu'elles sont distribuées, jetées en pâture, généreusement. Ouais. Et si parmi les personnages qui sont devant ces choses-là, il y en a un seul de compétent, ces choses-là lui reviennent et il saura, lui, en faire quelque chose. En faire quelque chose, on peut dire. À qui en veut, en voilà. Voilà, c'est comme si tu jettes à l'eau des brins de corde pour retirer les gens qui sont en train de se noyer. Voilà. On sent qu'il y a une urgence, c'est vraiment, c'est un mouvement d'urgence en fait. Ça peut pas être plus urgent. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. À présent, c'est une manifestation de la grâce d'ailleurs. Bien sûr. À présent, ça ne veut pas dire que c'est plus facile à comprendre, c'est plus facile par rapport à, c'est toujours entre des domaines où on arrive dans un cadre de relativité, c'est-à-dire que la difficulté actuelle reste une difficulté réelle, mais par rapport à ce que était la difficulté d'un autre cycle, évidemment, c'est même pas comparable. S'il fallait que l'homme moderne... Tout est mis à disposition, il n'y a plus qu'à se servir, c'est le libre service là. Voilà, mais simplement, donc ça veut dire qu'on est comme des handicapés, mais on nous a mis à disposition, il n'y a qu'à tendre le bras, c'est clair. Mais encore faut-il le tendre. Voilà. Monsieur Chuon disait bel et bien, lui justement concernant ça, c'est que ce qui caractérise l'homme moderne sur le plan spirituel, c'est sa profonde détresse. Mais en compensation de cette détresse, il y a une effluve de grâce qui surpasse toute cette détresse. Oui. Simplement, l'homme, il a une possibilité en lui, puisqu'il a été fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire libre, il peut refuser la grâce. Oui. C'est ce qui fait dire qu'il ne restera en enfer que celui qui veut y rester, malgré que Dieu veut l'en sortir. Il faut bien la saisir, celle-là, de manière à ne pas croire que l'homme devient de mieux en mieux. Non, c'est au fur et à mesure de sa déchéance, les choses sont de plus en plus à sa portée, de manière à ce qu'il puisse y accéder. Et voilà. Cette facilité, justement, qui nous est donnée actuellement, par rapport à la difficulté dans laquelle on est, hein, ce monde, il est dit que ce sera très très difficile de s'accrocher à une religion à la fin des temps. Donc cette facilité, elle est proportionnelle à la complication, si on peut dire, qu'il y avait avant. Et c'est ce qui fait dire aussi que avant, si on omettait un dixième, on était perdant, alors que maintenant, si on fait un dixième de ce qui nous est... Si on accomplit un dixième, on gagne, on est gagnant. Voilà, simplement de nouveau, le dixième en question, c'est pas le dixième de ce que l'on peut faire, c'est que tout ce que l'on pourra faire représentera ce dixième en question. Ça veut dire que de toute façon, il faut faire le tout, c'est-à-dire on ne peut pas donner le 10% comme ça, oui, en passant en entier. C'est le dixième après s'être surpassé. Voilà, c'est représentatif par rapport à ce qui serait à faire et quelle est la position de l'homme. Actuellement, il n'y en est pas demandé plus que le dixième de ses possibilités. Voilà. Simplement de ses possibilités en tant qu'homme universel, mais en tant qu'homme représenté dans la manifestation. S'il accomplit ce dixième, c'est qu'il aura fait tous les efforts qui lui sont possibles de faire. Et je répète, ces efforts poussés à l'extrême. Voilà. Oui, c'est ça, c'est que tu fais... C'est la totale, c'est pas quelque chose. On ne retient pas le lait là-dedans. Il n'y a pas de retenue, on retient le lait, puis on verra. Quand on a un moment, on fait je sais pas quoi, on pense à la spiritualité. Non. C'est la totale. Et c'est faisable, pourquoi? Parce qu'il a été offert à l'homme
la répétition du nom de Dieu, par exemple le Hom primordial, ou le Dhikr dans l'islam, la répétition du nom d'Allah, c'est en soi-même quelque chose qui a une puissance qui est inestimable. Et je voulais dire entre parenthèses que je ne fais aucun prosélytisme pour une religion, une tradition ou une autre. Hein. Ça c'est clair que... Voilà, moi je parle de ce que je connais le plus. Je ne vais pas parler du judaïsme. J'y connais pas grand-chose. Le christianisme, voilà, je m'y intéresse, mais voilà, l'islam c'est la religion que je connais le plus. Voilà, mais c'est pas pour ça que je la mets. Non. Voilà. Non, là il ne s'agit pas de faire du prosélytisme. Mais c'est vrai que l'islam, comme disait un des commentaires, cette religion est apparue en dernier, elle englobe toutes les autres religions, donc elle est venue pour parachever quelque chose. Donc il est clair qu'elle a une signification particulière. Donc voilà, à qui la particularité qu'elle a, c'est qu'elle est cette dernière révélation, c'est-à-dire la dernière possibilité qui est offerte à l'homme pour qu'il puisse se cramponner à la barre un peu. Alors ça veut dire qu'elle a justement toutes les simplifications voulues pour permettre à l'homme de ne pas avoir à gravir je ne sais pas quelle montagne avant d'arriver. Tu vois, là, tout est inscrit, donc il y a les règles sociales, il y a tout qui est, il n'y a qu'à suivre le parcours comme il est inscrit. Simplement avec intelligence, c'est le gros problème actuellement de la déchéance, elle se joue toujours à l'endroit le plus élevé, c'est-à-dire que l'intelligence de l'homme est devenue quelque chose qui est, je sais pas, je sais pas comment nommer ça, mais il y a un assombrissement là-dedans, une myopie intellectuelle telle que c'en est invraisemblable. Moi, je vois ce qui se passe dans le milieu, même donc musulman qui est censé être le dernier représenté. Il y a une myopie, il y a une espèce de prise à la lettre de choses insignifiantes, il y a une impossibilité de mettre en pratique des choses par rapport à une époque, parce que ce qui touche l'époque et ce qui est différent d'une époque à l'autre, c'est justement tout ce qui est superficiel. C'est pas le fond il bouge pas, il n'est pas déterminé, il n'est pas influencé par une époque ou une autre. Ça n'a rien à voir, mais l'expression extérieure, la surface, ce qui est le plus en surface, ça évidemment qu'il y a des modifications qui se font. On peut pas attacher son chameau au milieu de l'autoroute. C'est entendu tout ça. Alors il est clair que le Christ est venu pour comment dire, que c'est un mouvement ésotérique, hein, le christianisme, et que l'islam est venu avec des règles, la charia, etc., pour guider l'homme d'une manière, pour tous les problèmes juridiques, etc. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus formel. C'est l'extérieur, c'est toujours l'écorce. Hein. Voilà. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut la renier, bien au contraire, mais ça reste toujours l'écorce. Quelqu'un qui veut comprendre quelque chose, simplement, quand il suit la règle, s'il veut comprendre pourquoi il faut la suivre, s'il veut comprendre ce qu'il suit véritablement, il a la possibilité, puis c'est la seule condition pour que ça soit valable. Parce que l'islam, ce n'est pas que ça, c'est aussi tout le mouvement ésotérique. Bien sûr. Et que la plupart des musulmans actuels oublient. Parce qu'ils sont beaucoup dans cet aspect charia qui a sa raison d'être, mais ils oublient le message essentiel. Oui, puisqu'à partir du moment où tu l'as oublié, tu fais comment? Comment c'est que si tu n'as plus l'outillage? Tu appliques des règles, tu ne sais même pas pourquoi. Tu n'as plus l'outillage pour pénétrer à l'intérieur de ces choses-là. Tu as perdu la boussole, tu as perdu ton intelligence. Tu n'as plus la possibilité de percer cette cloison. Il reste la partie extérieure où tu accomplis tes rituels, tes 5 prières, tu accomplis ce qu'on te demande au niveau des jeunes, au niveau de la charité. Là. Donc il y a des possibilités de continuer de vivre charitablement. Ça ne veut pas dire se laisser manger,
mais charitablement, en accomplissant ces différents rites. C'est pas pour ça qu'on part en guerre contre je sais pas qui, avec des kalachnikovs, ça n'a rien à voir. Et c'est ce qui fait aussi que le monde, moi je dis pseudo-musulman, excusez-moi, je sais pas comment dire autrement, actuel, oubliant le message essentiel de l'islam, font une application totalement arbitraire avec cette charia. Et puis voilà, tu vois, donc il y a quelque chose qui va pas là. Oui, mais c'est comme tout le reste, c'est-à-dire moi j'en ai parlé déjà dans un constat bien avant, par rapport à la tradition, fondamentalement dans les sciences sacrées, ce que tu apprends, c'est qu'actuellement l'humanité est en état de décomposition. Donc il ne faut pas chercher médicateur. Voilà, donc, on est mal barré. Il est clair que tout a dégénéré, comme je l'ai répondu. Voilà, tout a dégénéré. Donc, et nous, on fait quoi? Le constat de cela. Voilà, en quelque sorte. Et toi, tu essayes de dire, voilà à la source que c'est normalement. Oui, voilà, on ne fait que ça, dire ça. Parce que cette source, elle n'est pas quelque chose de temporel. Ce qui veut dire que si on arrive à faire la démarche pour sortir de ce cadre temporel et spatial, de manière à pénétrer à cœur ce qui est hors de ces contingences, c'est-à-dire ce qui se retrouve dans les principes mêmes, ces choses-là n'ont pas bougé, c'est immuable, c'est éternel. Voilà. Et, dans un cas idéal, quand l'élite, l'autorité spirituelle est encore en accord avec la volonté de Dieu, normalement le personnage lambda qui suit les préceptes à la lettre, sans état d'âme, il arrive au but, il y arrive. Et il est obligé d'avoir un état d'âme qui est en correspondance, parce qu'il y a un rayonnement qui se produit. Non mais quand je parle d'état d'âme, se disent tout ce mouvement intellectuel qu'on peut avoir, pour essayer de comprendre pourquoi, mais ça, de toute façon, comment, etc. De toute façon, on ne peut pas y échapper si on l'a, puis si on l'a pas, on ne peut pas le provoquer. Voilà, mais quelqu'un qui n'a pas ce questionnement, il se tient strictement à ce qu'il doit faire et il arrive à son salut. Mais bien sûr, voilà. Bien sûr, donc, c'est pas... Je te dis, il n'y a rien qui soit, comment ce qu'il faut dire, qui soit représentatif de l'injustice dans la nature des choses. C'est l'homme qui est apte, en vertu de sa liberté, de créer de l'injustice à partir de la justice. Et ça, on le voit d'une manière systématique dans tout. Donc c'est pas compliqué. Actuellement, c'est quand même pas compliqué d'ouvrir les yeux et de voir dans quel beusier on a été s'installer. J'entends, c'est un désastre total sur toute la ligne. On peut m'expliquer qu'on a fait des progrès dans la science. Attends, les progrès, moi je vais te dire les progrès où ils ont mené. Est-ce que tu as remarqué actuellement, on me l'a fait remarquer d'ailleurs, le nombre d'abeilles qui sont en train de crever au sol? Elles sont en train d'agoniser, on se demande pourquoi, mais on sait pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que Monsanto, actuellement, il veut faire crever toutes les abeilles. Et il y a comment on les appelle, les reines résistantes, des reines qui ont résisté à leur Roundup, là, leur gaucho, là, je sais pas quoi. Et ils veulent absolument tout. Pourquoi? Pour saboter ce mouvement naturel qu'est la pollinisation, pour pouvoir supplanter ce mouvement avec la mise en place de tout leur commerce de semences, etc. Donc, oui, mais c'est surtout... aux États-Unis, il y a des gens, je mettrai des liens, qui se sont vus d'un coup sous des prétextes fallacieux détruire leurs ruches, etc. Parce que justement, il restait ces fameuses, abeilles qui ne mouraient pas, qui étaient résistantes à leur traitement. Donc tu vois, pour en arriver là, c'est vraiment machiavélique, il faut vraiment avoir une sacrée torsion dans le... Oui, mais ça correspond au programme des réductions de population, c'est-à-dire que si l'homme prend conscience de ses possibilités, il n'a pas besoin de Monsanto, il n'a pas besoin de produits chimiques, il n'a besoin de rien pour avoir 10 fois plus et mieux que ce qu'il a actuellement. Oui, mais on peut aussi trouver ça. Et d'ailleurs, c'est les voyous
qui dirigent l'opération mondiale savent très bien tout ça, et chez eux, ils ont monté des plans avec des systèmes d'autarcie, où pour eux, c'est pas un souci, ils sont à l'abri du besoin par rapport à toute la fécondation et à toute la culture de toutes choses. Alors moi je te dis ça parce que moi je l'ai observé, j'avais un tapis d'abeilles qui était en train d'agoniser au sol. Ce même jour, j'ai eu les yeux rouges, alors je me demande s'il n'y a pas une... Tu sais, avec les chemtrails, là, oui, mais c'est possible. Donc ils nous balancent peut-être ça, je sais pas. C'est possible, moi non plus, je vais pas. Mais c'est dans les possibilités. Disons que de toute manière, il n'y a rien qui va à l'encontre. Hein. Par contre, quelque chose d'intéressant qui est à retenir. Si quelqu'un va sur Internet, entre autres, il faut aller chercher ce que représente la permaculture. Oui, la permaculture. La permaculture, on verra qu'on a besoin de personnes. Dans le sens, par exemple, il y a un bonhomme là que j'ai regardé hier, il a 1800 mètres carrés de jardin qu'il fait lui-même, ce qui veut dire que ça lui prend très peu de temps parce qu'il n'y a plus le cirque habituel du labour, etc. Une fois que tout est mis en place, les choses se font toutes seules. Il a sur 1800 mètres 2050 variétés d'arbres et 5000 légumes. Voilà ce qu'il a, sur 1800 mètres. Oui, ça veut dire l'autonomie, comme ça, c'est une menace pour... Ça veut dire qu'il est autonome toute l'année, et il dit qu'il n'y a plus besoin de frigo, ni de congélateur, on cueille toute l'année, et des profusions, on en a de toute façon de trop. Sur 1800 mètres carrés. Tous nos autoroutes, bon merde, faut pas raconter qu'on est trop nombreux sur la planète et puis qu'on n'aura pas de nourriture pour tout le monde. Évidemment, fait comme c'est fait, aussi bêtement que c'est fait, cette monoculture et toutes ces âneries qui sont c'est immonde, toute cette manière d'être. Et évidemment, c'est bien clair qu'il n'y aura rien pour tout le monde, il n'y aura plus rien pour personne. Ouais, quand tu vois que toutes les céréales, c'est les bovins qui sont engraissés pour être mangés, qui en profitent, quoi. Mais au détriment des populations. Dans la culture dont je parle, il y a des animaux aussi, hein. Quelqu'un qui veut manger des animaux, c'est possible, hein. Mais ils vivent en symbiose avec la nature, ils sont libres dans la nature, il n'y a pas de souci, tout va bien. Non, il y a un petit bonhomme, un petit jeune. Le peuple indien, eux, avant que Buffalo Bill ils viennent exterminer les exterminer eux et les bisons avec, ils tuaient un bison par an pour pouvoir nourrir les tribus. Un bison. Oui, puis même s'ils en avaient tué deux, c'est pas un souci. Non, pour te dire, et encore, ils faisaient des prières pour demander pardon à la nature, pardon. C'est-à-dire que tu te dois, un chasseur, il se doit de se remettre le compteur à zéro, c'est-à-dire de se mettre en règle avec le génie même de la race à laquelle il a fait une entorse. Mais j'en reviens à la culture dont j'ai parlé, là. Permaculture. La permaculture, il y a un jeune gaillard qui a actuellement 24 ans, je crois, enfin quand il a été interviewé. Donc, il a commencé à 19 ans à installer, lui, son terrain, il a un gros terrain, dans le Morvan. Le Morvan, c'est un beau coin, etc. Mais bref, il a 30 hectares là-bas. Il a planté des milliers d'arbres et il est plein de tout. Il y a un petit film sur lui sur YouTube, il faut aller le trouver. Il est tranquille, épanoui, pépère. Il a 24 ans, c'est un jeune tout à fait on regarde sa tête, il fait partie de la jeunesse actuelle. Mais lui, voilà ce qu'il a fait, au lieu d'aller, je sais pas, dans une turf ou bien, je sais pas dans quelle histoire, lui il a planté ses arbres. Et il est en autonomie totale, et non seulement en autonomie, il peut en distribuer à qui on veut, c'est pas un souci. Et puis il y a un autre bonhomme qui a été s'installer à 1500 mètres d'altitude, dans l'endroit le plus froid en Autriche. C'est l'endroit le plus froid, c'est la Sibérie de là-bas. Il a été s'installer là-bas. Il a actuellement, de nouveau, une autarcie totale, dans le sens qu'il cultive toute l'année. Toute l'année, il a des légumes, toute l'année, il a des fruits. Il a 15 variétés de cerises, il a 5 mois de récolte. Et il est à 1500 mètres d'altitude, il a des citronniers.
comment on nous a enflé avec des histoires à dormir debout sur la manière dont il faut faire pour cultiver ceci, cultiver cela, qui est une grave imbécilité. On voit les conséquences. Les terres sont tellement appauvries, elles sont pratiquement mortes. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce couple d'agriculteurs là. Oui, je vois qui tu dis, mais je me rappelle plus de leur nom. Eux, ils font le constat de ça. Bien sûr. D'une manière, voilà, c'est sans. Alors la permaculture, pour en revenir à ce jeune, il est interviewé par une speakerine d'une chaîne de télévision. Et puis elle demande c'est quoi cet arbre? Il dit ça c'est un manguier. Donc il a des manguiers, il a des kiwis, des manguiers, des autres de ces fruits qui sont des fruits exotiques. T'imagines si ceux-là, son expérience, se généraliser au niveau mondial. Mais qu'est-ce qu'ils feraient ceux qui veulent asservir les populations pour justement pour en tirer le maximum? Ils verront bien, de toute façon ils viendront peut-être avec les Kalachnikovs. Mais l'histoire c'est que pour le bonhomme, le commun des mortels, lui, il a un bout de terre, il peut le cultiver comme ça, c'est à la portée. Ça a toujours été c'est à la portée de tout un chacun. Et pour en venir à ce jeune, il a des manguiers dans le Morvan, des manguiers de différentes variétés, et il a des petits arbustes qui sont à peine plus hauts, sont à sa hauteur, et qui lui donnent 200 fruits. Voilà ce qu'il a, c'est la profusion. C'est pas un souci, c'est la profusion. Il y a trop de blanches, j'en ai plein de Bon, ben on mettra des blanches. Alors donc voilà, la permaculture, par exemple, te donne des possibilités qui sont insoupçonnées, surtout par tous les personnages qui auront été à l'école, apprendre à cultiver. Tu vas apprendre à être jardinier dans je sais pas quelle histoire, c'est que de la connerie, je m'excuse. Mais ils vont pondre des lois où ça va être interdit de faire ton propre On verra bien ce qu'ils pondent en attendant, pour arrêter de s'occuper de leurs histoires. Ils existent comme, on sait qu'ils sont présents. Il faut faire attention à tous ces braves gens, parce que c'est tout simplement des démons, des fous. Donc quand on a affaire à des fous, il faut faire très attention, ils sont dangereux. Donc il faut faire attention de ne pas se faire attraper ou d'essayer de les empêcher de nuire. Voilà ce qu'il faut faire. Mais il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à en retirer. Il n'y a rien à en retirer de valable. Et y compris tous ceux qui marchent dans la même histoire. Il ne faut pas l'oublier. Tous ceux qui sont obligés, parce que tout le système est mis en place en fonction de alors pour en venir, la politique, elle est au bon vouloir de tous ces gens-là, quoi. Oui, je sais, mais plus ou moins, parce qu'il y a, pour en venir à la permaculture, il y a, je ne sais plus dans quelle contrée de France, une commune où, y compris le maire, ils sont en train de regarder les choses par un autre bout, parce que les types sont tellement démonstratifs. J'ai dit, attends, on s'est fait avoir, quoi. Mais c'est le pot de terre contre le pot de terre. Oui, peut-être bien, mais en attendant, ce qu'il faut faire, c'est ça. Sauf s'il y a une prise de conscience généralisée, hein, et que les gens se réveillent. Oui, mais ça, je dis simplement, là, j'en étais uniquement sur le plan, puisqu'on a parlé de Monsanto avec les graines et les abeilles. Soi-même, on peut faire du jardin sans aucun apport de produits, y compris du produit biologique. Parce que le gars, là, le Belge, ça fait 40 ans qu'il a ses 1800 mètres carrés de terre, avec ses 2050 variétés d'arbres et ses 5000 légumes, qui cultive, excuse-moi, je finis vite, toute l'année, et il n'a jamais rajouté rien, y compris des produits naturels, de la chaux, il n'a rien mis. Et attends, j'ai pas fini. Ils sont venus faire du prélèvement de terre pour regarder dans quel état il était. Ils sont revenus une deuxième fois parce qu'il a dit on a dû se tromper. Tellement sa terre est riche, parce qu'au lieu de s'appauvrir au fur et à mesure que les produits poussent, elle s'enrichit. Donc plus ton jardin est vieux, plus il est riche. Ben oui, mais c'est ça l'intelligence de toute la création. C'est clair. Alors, il a quand même intérêt de se faire une banque de semences parce que si effectivement la pollinisation se met à disparaître, il va être bien embêté. Mais ça existe. Parce que eux,
les fomenteurs de tout ça, ils ont leur banque de semences là, en Alaska, une espèce de blocos qui fait je sais plus combien de centaines de mètres là, avec toutes les semences qui existent. Eux, ils préparent leurs arrières quelque part. Oui, mais attends, c'est clair. Tout ça c'est entendu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Bon, ça, à un moment donné, quand on en est conscient, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des solutions qui sont individuelles sur des petits bouts de terre qui sont pas nécessairement les mieux placés, qui sont pas nécessairement gigantesques comme on voudrait. Non, il y a des solutions à cet endroit-là. Bon, c'est pour en venir à Monsanto. À présent, bien évidemment, c'est pas ça qui va redresser le monde entier. Mais tu te rends compte de la puissance de Monsanto? Oui, ben voilà, mais c'est des puissances très provisoires. On fait pas le poids. Oui, c'est provisoire. C'est provisoire. Ils sont destructibles tout comme n'importe qui. Leur puissance consiste. Mais en attendant, ils auront bien détruit. Leur puissance consiste à ce qu'ils ont un allié sérieux, c'est le diable en personne, et qu'ils sont submergés par le fric qui commande actuellement l'ensemble de l'humanité. Mais si tout d'un coup il y a un coup de sac dans l'autre sens, ils sont tellement minables avec leur histoire qu'ils ne savent même plus de quel côté il faut qu'ils se tournent pour... C'est sûr que si on a Dieu comme allié... Ben de toute façon, il est là. Simplement, il faut accepter de sauter dans ses bras quand il tend les bras. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est voilà. Mais j'ai parlé un peu de la permaculture parce que j'ai mis le nez là-dedans et je vois qu'il y a de la place pour faire de la culture, avoir des produits pour l'humanité entière, même si elle venait à doubler. Il faut arrêter de dire on est trop nombreux, il n'y aura pas assez de nourriture pour tout le monde. On peut être le double et il y en aura toujours assez. Il y a plein d'élans comme ça, de gens qui font des jardins, même au centre-ville, dans des bouts dans des parcelles de terrain, dans des milieux urbains, etc., et qui font des jardins partagés, c'est-à-dire qu'ils partagent, n'importe qui peut venir, veut se servir, etc. Il y a plein d'élans comme ça, des réseaux qui se mettent en place. Ça paraît révolutionnaire, évidemment, et subversif. Ce genre de choses, parce que voilà, ça va à l'encontre des dessins des maîtres entre guillemets du monde, des maîtres, je ne parle pas du maître du monde. Oui, des macros, voilà. Non, mais c'est ça, à présent, il faut bien se souvenir que d'avoir comme notion qu'on est trop nombreux, qu'il n'y a pas de possibilité pour subvenir à nourrir l'ensemble de la population. Pour pouvoir maintenir une position comme celle-là, il faut être en mécréant au dernier degré. Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu te permet la mise au monde d'une multitude d'hommes sans qu'il y ait pour eux le nécessaire pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Il faut arrêter. Ça fait des millénaires. Il faut arrêter de chanter toutes ces imbéciles. Des millénaires. Regarde au niveau de la faune et de la flore, qu'il n'y a aucun problème. Et pourtant, la diversité, la richesse, le nombre d'animaux qui existent, chacun y trouve son compte. Bien sûr. Chacun y a trouvé son compte. Donc, je ne vois pas où est le problème. C'est un mythe qu'on a créé de toutes pièces pour justifier justement des actes. Tu vois, c'est ce mythe de la surpopulation. À vivre comme l'homme dit actuellement, à avoir comme objectif cette croissance continue dans un sens où finalement il se scie la banque sur laquelle il est assis, c'est bien clair qu'à un moment donné il n'y aura pas assez. Tu peux gaspiller. Là, tel que l'humanité fonctionne, à un moment donné, effectivement, les ressources seront épuisées. Tu peux tout gaspiller, puis par tous les bouts. Tu sais combien je gaspille de nourriture. Je parle de nourriture, pas de déchets. De la nourriture qui est encore comestible dans le sens qu'elle n'est pas périmée. Dans le monde, en une année, tu sais combien ça fait? Ça fait 1 milliard de tonnes, ça représente 40 millions de semi-remorques. Ça ira comme ça? Ouais. Et puis on nous parle qu'il manque de nourriture pour la planète, puis qu'on arrive trop nombreux, donc c'est normal. Alors il faudrait une bonne guerre, ça ferait bien la bonne guerre. Bon, j'entends.
c'est tellement con qu'il y a quelque chose à quelque part, ça me fait mal au trip, tellement c'est con. Calme-toi, calme-toi. Mais je suis calme, tu veux pas me Et justement, pour pas qu'il y ait, pour continuer l'inflation, tu vois, quand il y a une surproduction de tels fruits ou de tels, ils saccagent ça, ils mettent de l'essence dessus pour les détruire, pour faire augmenter le prix du kilo. Mais c'est ça le satanisme, c'est pas autre chose. C'est ça le satanisme. Eh ben nous y sommes, donc on est là-dedans. Alors celui qui veut retrouver la posture, il a qu'à reprendre un peu pied avec la tradition, regarder ce que Dieu propose et offre, surtout à l'homme, il lui offre que des facilités, il lui offre que des solutions, il lui offre pas des problèmes. C'est lui qui crée des problèmes avec des solutions. Comment est-ce qu'on résout un problème qui a été fabriqué avec une solution? Ça devient complicados. Donc il faut arrêter les frais et puis renouer véritablement avec la tradition, ça on l'a déjà dit 1000 fois. Ensuite de ça, au niveau pratique, il y a tout ce qu'il faut pour continuer de vivre tranquillement, bien plus peinard que ce qui nous est proposé, où il faut faire 200 bornes tous les jours pour aller gagner 4 sous, pour aller s'acheter des histoires, de la bouffe qu'on donnerait même pas aux cochons dans les supermarchés. Et puis on est content parce qu'il y en a. Ouais. Ah, dis donc, ouais, j'ai vu à Lidl, alors il y avait ci, ah, puis là il y avait ça, puis c'est payé ça à 50 centimes. Et perdre sa vie à la gagner, hein, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ben oui, ben c'est ça, tout le long, tu vois, c'est tout le long. Alors c'est pas en allant avec des banderoles cassées si qu'on arrive à un changement. Le changement il se fait déjà de l'intérieur et autour de soi, modestement. À chaque jour suffit sa peine, dans la constance et puis tout. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces banderoles? Ils vont bien rigoler les gars. Il n'y a que ça. T'as pas vu les bâtiments d'État? Ils sont toujours cliniques, ils font les frais, font les façades. S'il y a un peu trop de bruit dehors, hop, on amène les CRS, et les tatines, et les machins, et il y a l'armée qui est là, puis eux, ils continuent de taper sur leur ordinateur. Ah oui, il y a du bruit dehors, ah oui. Non mais arrêtez, stop, non mais c'est bon. Pour ça, bon, c'est pas perdre son temps dans des combats qui sont vains, quoi. Voilà. Donc, alors le djihad, il est là, c'est-à-dire qu'il faut retrouver la posture originelle, pour retrouver quelque chose qui ressemble à un homme quand on est un homme. Voilà où se situe le djihad, c'est pas pour les flinguer, je sais pas qui. D'autant plus en participant à ce mouvement-là de division, à aller taper sur les uns, les autres, d'ailleurs on tape jamais sur le véritable ennemi, on joue exactement le jeu qu'on veut nous voir jouer, et qui c'est qui en fait les frais? C'est encore le peuple, c'est eux qui se tuent entre eux, qui s'entretuent. Regarde cette histoire là, le gars de l'extrême gauche là, qui c'est qui meurt dans ces histoires? Qui c'est qui en fait les frais? C'est le peuple. Toujours. Donc ça sert à rien. Et qui a gagné quoi là dans cette histoire? Puis il n'y a plus de guerriers, il y a des soldats, il y a des mercenaires, qui sont en général des personnages de basse caste, qui sont plus des bouchers qu'autre chose, et qui se font de gloire d'aller défendre soi-disant je sais pas qui, mais ils ne se préoccupent pas de la cause qu'ils défendent, donc ils vont défendre n'importe quel guignol de personnage qu'il faudrait étouffer tout de suite, ils vont le défendre. Non mais c'est pas ça, ils défendent des intérêts économiques iniques, injustes. Voilà, mais ça, ils s'en occupent pas pour eux, ils sont payés pour défendre celui-là, donc ils le font, point barre. Tu vois, j'entends, c'est grave. Ah oui, c'est grave. Donc on va pas modifier ça comme ça de but en blanc simplement parce qu'on va trimballer une banderole puis on va faire stop à je sais pas quoi. Là, ça devient de plus en plus grave. Chaque jour, comme c'est exponentiel, on en a déjà parlé, chaque jour les choses s'aggravent. Voilà, et il est quand même grand temps de renouer avec la tradition et d'aller voir qu'est-ce qui est proposé dans le cadre traditionnel pour que l'homme puisse savoir quel est le rôle qu'il a joué sur cette terre. D'ailleurs, c'est quand même la moindre des choses. Dans un bateau qui tangue comme ça, qui est prêt à sombrer, le seul point qui ne bouge pas, c'est celui qui est... dans un bateau, la seule chose à conserver, c'est la seule chose à conserver, c'est l'œil sur la boussole
et la main sur le gouvernail, c'est tout. Oui, et ce qu'on a dans le cœur aussi. Hein. Oui, mais c'est là que se situe la boussole. Bah oui. Donc voilà, ça c'est l'affaire ok, mais enfin et puis pour en venir à les histoires Monsanto, on le sait que c'est des... Qu'est-ce qu'il y a besoin d'y revenir? On le sait que c'est des brigands, c'est la grande canaille, c'est-à-dire c'est des escrocs, c'est des truands, des gros truands. D'accord? Par contre, je t'ai envoyé est-ce que tu peux le retrouver, le mail que je t'ai envoyé, là, que Obama, il a signé donc, je sais plus quoi, essaye de retrouver ce... Oui, bah bien mais sûr. Pour défendre les intérêts de Monsanto. Ah bah bien sûr, comment c'est qui défend qui? Je mettrai le lien, mais je ne me souviens plus exactement. Mais tu mettras le lien sur la permaculture parce que voilà, ça s'appelle le Monsanto Act, qui met les OGM au-dessus de la loi aux États-Unis. C'est un amendement discret glissé dans une loi budgétaire pour l'agriculture aux États-Unis, mais il provoque scandale et stupéfaction chez les défenseurs de l'environnement et les ennemis des OGM. La justice américaine ne pourra plus s'opposer aux mises en culture de plantes génétiquement modifiées, même si leur homologation est contestée devant un tribunal. Une disposition perçue comme un cadeau aux géants de l'agrochimie, Monsanto en tête. Que dit l'article 735 de ce texte de loi, affublé de surnom de Monsanto Protection Act, en plus ça a des noms, hein, protection quoi, est désormais voté par le Congrès et approuvé par le président Barack Obama, que dans le cas où une décision d'autorisation de culture est ou a été invalidée ou annulée, le ministère de l'Agriculture doit, sur simple demande d'un cultivateur, d'un exploitant agricole ou d'un producteur, accorder immédiatement une autorisation ou une dérogation temporaire. Au cas où la finalité commerciale de l'opération n'irait pas de soi, l'article précise que sur les autorités doivent, je cite, s'assurer que les cultivateurs ou d'autres acteurs sont en mesure de déplacer, planter, cultiver, introduire dans le commerce les semences en question et les cultures qui en sont issues. Oui. Tu vois? Oui. Donc, bon, pour Greenpeace Canada, la signature de cette loi par le président Obama ne permettra plus aux tribunaux américains d'empêcher la vente et la plantation de plantes OGM, même si elles n'ont pas été approuvées par le processus pourtant déjà laxiste des autorisations, et quelles que soient les conséquences pour l'environnement ou la santé. Bien sûr. Les ONG soupçonnent le sénateur républicain du Missouri, Ron Blunt, décrit par le magazine Mother Jones le 4 avril comme l'homme de Monsanto à Washington, d'être l'auteur de cet amendement. La firme a son siège à Saint-Louis et finance de longue date les campagnes politiques de M. Blunt. D'autres élus ont tenté de s'opposer au texte, comme le sénateur démocrate du Montana, John Tester. Selon lui, par cette loi, le gouvernement contraint son propre ministère de l'Agriculture à ignorer une décision d'un tribunal qui interdise la plantation de cultures OGM parce qu'elles sont illégales, etc., etc. Oui, bah, donc on voit où va le vent, en fait. Donc il y a eu le mariage pour tous, mais il n'y a pas la culture pour tous. La culture pour tous, mais non. Ça viendra bien alors, ça vient, soit alors le mariage pour tous, ça veut dire que ne pourront se marier que les homosexuels, les autres n'auront plus le droit. C'est ce qui est arrivé au niveau du jardinage, c'est que tu ne peux faire du jardinage que avec les produits qui sont des produits certifiés, qui ont une autorisation de mise sur le marché, qui est donnée par qui? Pour tous ces guignols. Bon, il y a d'autres choses à dire? Mais j'ai dit ça, mais on a dit l'essentiel. Non, on n'a pas assez répété. On l'a dit, si tu as quelque chose à dire. On n'a rien d'autre à rajouter. Je sais pas, peut-être. Il fait chaud, on a tellement chaud qu'on va écourter un petit peu
Oui, bon, c'est pour ça, parce que là, on a... Je vais les courter, hein. Ok, bah, je te remercie. Écoute, c'est toujours avec plaisir, hein. Et puis voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Hein. Oui, il y en a tellement à dire. Oui, mais pour aujourd'hui. Et surtout à répéter, parce que bon... Merci beaucoup. Mais c'est toujours avec plaisir. Allez, au revoir. Au revoir.